Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition. La formation tout d'abord avec une étude du CEREC sur les écarts d'accès à la formation entre les ouvriers et les autres catégories professionnelles, et puis des disparités marquées selon les métiers et les niveaux de qualification. L'apprentissage ensuite avec les évolutions annoncées par France Compétences sur la fixation des niveaux de prise en charge. Alors dans quelle mesure ces nouvelles règles vont-elles impacter les financements des parcours? La réponse dans ce journal. Au programme également les contrats de professionnalisation en recul en 2024 selon la DARES. Une baisse qui pose question quant à l'avenir de ce dispositif. Puis l'intelligence artificielle va-t-elle transformer durablement les compétences? Une question à laquelle tentera de répondre notre analyste Newstank Jean-Pierre Willems. Et pour terminer, un focus sur l'IA au travail et son adoption progressive mais inégale par les salariés français. Bienvenue dans Formation et Territoire, le journal du 3CA BTP. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et pour commencer cette édition, on va s'intéresser à un enjeu central pour les entreprises et les salariés, l'accès à la formation professionnelle. Un sujet très encadré par la loi, en France depuis la célèbre loi justement Delors de 1971, qui avait créé une obligation pour les entreprises de consacrer 1% de leur masse salariale à la formation professionnelle. Plusieurs autres lois ont modifié le fonctionnement de la formation professionnelle ces dernières années, dont en 2018 la loi dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la ministre Muriel Pénicaud. Alors si la formation est essentielle pour accompagner les évolutions des métiers, tous les actifs n'en bénéficient pas de la même manière. Une étude du CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, de début juin, analyse ces écarts. Marc Guiraud. Le CEREC montre notamment que 36% des ouvriers ont suivi une formation sous forme de cours ou de stage en 2020, 36% quand ce taux atteint 49% pour les techniciens et 54% pour les cadres. Alors cet écart peut surprendre car finalement c'est ceux qui auraient peut-être le plus besoin de formation qui en bénéficient le moins et c'est dommage pour eux et pour leurs entreprises. Disons tout de suite que ce n'est pas une situation nouvelle que constate le CEREC, car depuis au moins 25 ans, les ouvriers et les employés sont la catégorie professionnelle qui effectue le moins de formation. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de la réforme que vous avez citée de 2018, augmenter le taux de formation chez les ouvriers et les employés. Pas certain que cet objectif ait été atteint. Et l'étude du CEREC met aussi en lumière une autre réalité au sein du monde ouvrier. Les écarts sont importants selon les entreprises dans lesquelles on travaille. En effet, la taille de l'entreprise joue un rôle déterminant. Les grandes entreprises forment beaucoup plus que ne forment les PME ou les TPE. Et là aussi, le CEREC confirme ce qu'on sait depuis longtemps et la tendance, en fait, n'a pas bougé. Un ouvrier dans une entreprise de plus de 1000 salariés a ainsi 5 fois plus de chances de suivre une formation qu'un salarié qui travaille dans une petite entreprise de moins de 10 personnes. Le CEREC, ça c'est très intéressant, souligne également l'impact de l'organisation de l'entreprise elle-même sur le sujet de la formation, celles qui identifient régulièrement leurs besoins en compétences, qui disposent d'un plan de formation structuré ou d'un responsable dédié au sujet de compétences et de formation, ces entreprises-là développent logiquement davantage de formation pour leurs salariés. Ces entreprises font donc de la formation un enjeu majeur au service de leur stratégie. Faciliter l'accès à la formation pour tous les profils constitue effectivement d'abord un levier majeur en termes d'attractivité, qui est un sujet crucial pour beaucoup d'entreprises, notamment dans le BTP, qui sont confrontées à de sérieuses difficultés de recrutement dans le contexte de pénurie de nombreuses compétences. On ne forme pas assez de compétences sur un certain nombre de métiers clés aujourd'hui pour l'économie et les entreprises françaises, et également dans un contexte de baisse de la démographie qui nous arrive. On va donc avoir moins de jeunes sur le marché du travail et moins de jeunes formés aux métiers dont on a besoin. Donc c'est un petit peu la double peine pour les entreprises. Et puis ensuite, on sait que former, ça aide l'entreprise à fidéliser les salariés et c'est un cercle vertueux. Des salariés formés sont plus performants, ont tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise, qui elle-même a investi dans leur montée en compétences et qui elle-même améliore
la performance de l'entreprise. Donc c'est vrai d'ailleurs pour toutes les entreprises, mais notamment pour celles du BTP où les transformations techniques, numériques, environnementales qu'on voit en ce moment s'accélèrent et où l'enjeu de formation et de montée des compétences est vraiment particulièrement stratégique. Arrêtons-nous un instant sur un sujet crucial pour les centres de formation, les niveaux des NPEC, donc les niveaux de prise en charge des formations qui sont en cours de négociation au sein des branches professionnelles. Pouvez-vous nous rappeler, Marc, tout d'abord ce qu'est un NPEC exactement ? Alors un NPEC, ça veut dire niveau de prise en charge, c'est le montant forfaitaire que France Compétences, via les OPCO, versent à un organisme de formation par l'apprentissage ou à un CFA pour aider à financer la formation d'un apprenti. Rappelons que cet argent est issu des taxes payées par les entreprises. Ce NPEC, il est fixé pour chaque titre ou diplôme par l'apprentissage, autrement dit pour chaque certification, et il est censé être aligné sur le coût réel observé par l'étude de la comptabilité de chaque formation. Alors on parle quand même d'un total de près de 7,5 milliards d'euros issus de la taxe d'apprentissage qui va être à répartir entre près de 3671 exactement titres et diplômes et presque 1 million d'apprentis. D'ailleurs, si on fait un petit calcul tout simple, ça représente environ 7500 euros d'aide qui vient des entreprises par apprenti, et le NPEC, on peut donc dire que c'est zéro coût pour le budget de l'État. Alors comment ça se passe ? En avril, France Compétences a adressé aux branches professionnelles ses recommandations pour les nouveaux NPEC, les anciens datés de 2022, donc on met ça à jour, et d'ici début juillet, les branches peuvent les ajuster à la hausse ou à la baisse, en faisant varier de plus ou moins 30%. Mais attention, le total des NPEC de chaque branche ne doit pas bouger. Lui, c'est la règle dite de la neutralité budgétaire, qui intègre quand même un petit plus 1,85% pour tenir compte de l'inflation. Autre règle fixée par France Compétences, le NPEC des certifications de niveau 5, c'est-à-dire tout ce qui est Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 4 et suivante, donc les niveaux 5, 6 et 7. Ce NPEC, ce niveau de prise en charge, en fait, ne peut pas dépasser 11 000 euros. Et puis, autre règle, aucun NPEC pour tous les niveaux ne peut être sous 4 000 euros. Et concrètement, qu'est-ce que tout ça va changer pour les organismes de formation ? Concrètement, c'est une part importante du budget des organismes. Et avant les organismes, c'est les branches professionnelles qui, en fait, peuvent décider que certaines formations qui sont jugées stratégiques, plus stratégiques que d'autres, ou qui génèrent des coûts de formation plus élevés, les branches peuvent décider que ces formations-là sont plus financées, mieux financées. Mais ça marche si la branche fait de l'apprentissage à la fois sur des fonctions cruciales et sur des sujets, des fonctions transverses moins stratégiques. Elle peut du coup décider de réduire le NPEC des fonctions pour les fonctions transverses au profit des fonctions stratégiques. Mais si l'apprentissage dans la branche est concentré à 99 ou 95 ou 100% sur les compétences cruciales et les métiers en tension, la branche est un peu coincée. Si elle décide de réduire, elle va réduire le financement pour un titre ou une certification ou un diplôme crucial au détriment pour favoriser un autre qui lui-même est tout autant crucial. On continue avec les derniers chiffres sur les contrats de professionnalisation donnés par la DARES, la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, un service du ministère du Travail. Les entrées en contrat de professionnalisation, Thomas, s'élèvent en effet à 86 400 en 2024. C'est une très forte baisse par rapport à 2023, puisque c'est moins 25%. Alors, pourquoi cette baisse des contrats de professionnalisation, des contrats de pro, comme on dit ? Parce que les entreprises recrutent moins, en particulier dans les secteurs qui étaient les plus utilisateurs de ce type de contrat, parce que les aides sont en baisse, et tout ça, ça a pu amener les entreprises à privilégier d'autres modes de recrutement, comme la fameuse POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel.
Place maintenant à une transformation qui concerne l'ensemble du monde du travail, l'intelligence artificielle. Un sujet qui interroge autant les usages professionnels que la manière dont nous allons construire et transmettre les compétences de demain. Alors, l'intelligence artificielle est en train de devenir un enjeu majeur, tout le monde le voit, pour le monde du travail et de la formation. Plusieurs annonces cette semaine. Le gouvernement qui a présenté un plan pour développer une IA utile, humaine et surtout souveraine pour le service public. Vous avez également l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle, qui parle de mobiliser des investissements importants pour former 20 millions de personnes d'ici à 2030. Et alors, face à cette accélération, l'analyste Jean-Pierre Willems, analyste chez Newstank et professeur par ailleurs à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, se demande si l'IA sera un outil de développement des compétences ou un risque d'affaiblissement de notre expertise. C'est vrai qu'on voit que l'IA, c'est un levier d'apprentissage puisqu'elle aide à trouver une information, à comparer des informations, des idées, des solutions, et que donc c'est un outil qui nous aide pour la prise de décision, pour faciliter certaines tâches. Mais elle peut fragiliser également les compétences si elle se met à remplacer la réflexion, l'expérience ou le jugement professionnel, Thomas. Mais ça, je sais que vous allez conserver toutes ces qualités. Tout à fait, et comme je le sais que vous également, Marc. L'enjeu, finalement, c'est de trouver le bon équilibre entre assistance et autonomie. Oui, parce qu'en fait, une compétence, ça se construit par des cours, mais ça se construit beaucoup également par la pratique. Et si on délègue trop à la machine, le risque est de perdre une partie de son savoir-faire. Donc pour les organismes de formation, pour les CFA, l'enjeu, c'est d'apprendre à bien utiliser l'IA, donc d'abord de bien comprendre son fonctionnement, de questionner ses réponses et de rester capable d'analyser, de décider et de créer par soi-même. Donc ça concerne les jeunes en formation. L'IA ne doit pas empêcher la construction de l'expérience professionnelle, mais elle peut permettre de nouveaux parcours plus rapides, peut-être plus profonds vers l'expertise. Et dans le BTP, ces questions sont très concrètes. L'IA, elle accompagne déjà les professionnels sur certains usages, mais elle ne remplace pas, et elle ne remplacera probablement jamais, la réalité du terrain, le geste métier, la transmission entre générations et l'intelligence collective. L'enjeu, c'est pas de choisir entre l'humain et la machine, c'est de trouver le bon équilibre pour que l'IA reste un outil au service des compétences humaines. L'intelligence artificielle transforme donc déjà les façons de travailler. Mais face à cette évolution, tous les salariés ne sont donc pas au même niveau d'appropriation. Pour terminer cette édition, nous nous intéresserons justement aux usages de l'IA en entreprise avec une adoption encore très contrastée chez les salariés français, selon une étude de la société américaine ADP. En France, près d'un salarié sur 4 utilise l'IA plusieurs fois par semaine. 11% seulement déclarent y avoir recours quotidiennement. À l'inverse, 29% des salariés français n'utilisent jamais l'IA dans leur travail. Et cette appropriation de l'IA dépend fortement des profils. L'étude ADP montre justement un écart marqué selon l'âge et le genre. Près d'une femme française de plus de 40 ans sur 2 n'a jamais utilisé l'IA au travail. À l'inverse, les jeunes salariés masculins sont beaucoup plus nombreux à l'avoir intégré dans leur pratique. Alors, au-delà des usages, la perception que les salariés ont de l'IA évolue. Certains voient l'IA comme une opportunité pour gagner du temps et simplifier certaines tâches. Et d'autres s'interrogent beaucoup sur son impact sur leur propre emploi ou sur leurs compétences. L'adoption dépend aussi beaucoup de la confiance des salariés, non ? Alors, seuls 11% des salariés français pensent que l'IA aura un impact très positif sur leur activité. 10% craignent d'être remplacés par cette technologie à l'échelle mondiale, parce que ADP, c'est une société de taille mondiale, donc qui a pu également mener une étude sur d'autres pays. Les salariés qui utilisent l'IA au quotidien déclarent être plus engagés dans leur travail et ressentir moins de stress négatif, mais une proportion importante également a le sentiment d'être moins productif. Donc c'est compliqué aujourd'hui, et en tout cas, ça amène les entreprises à repenser leur manière d'évaluer la performance. Parce que quand on mesurait la performance
simplement en regardant le travail d'un salarié, c'est pas la même chose que de mesurer la performance d'un salarié qui utilise très intelligemment ou pas des outils aussi puissants que l'IA. Donc l'enjeu, en tout cas pour les entreprises, c'est d'accompagner les équipes, de former aux bons usages. Il y a des chartes IA dans les entreprises et de donner confiance. Et dans le BTP comme dans d'autres secteurs, l'IA peut être vraiment un levier à condition qu'elle reste au service des professionnels. C'est une technologie qui évolue très rapidement et la compétence humaine, elle doit rester indispensable pour décider, s'adapter et transmettre. Merci Marc pour ces éclairages et puis merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition.